Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Dans un instant, notre invité Sébastien Romelot, le fondateur et président du groupe Phoenix, un acteur de la communication extérieure. Il sera donc notre invité dans un instant. Avant de démarrer, je voudrais vous parler des trophées études et innovations qui deviennent les Adwanted Research Awards. Ce rendez-vous désormais incontournable, organisé par The Media Leader, met en lumière depuis plusieurs années les initiatives les plus innovantes du marché dans le domaine des insights au service des marques. L'ensemble des sociétés d'études, insights, recherche ainsi que leurs clients sont invités à candidater jusqu'à la fin du mois dans une des 9 catégories existantes sur la plateforme dédiée. La remise des trophées aura lieu le mardi 10 juin à l'auditorium du groupe Les Échos, le Parisien. Rendez-vous sur candidature.themedialeader.fr pour déposer vos dossiers. Sa candidature ne faisait aucun doute, mais elle est désormais officielle. Delphine Ernotte, la présidente sortante de France Télévisions, briguera bien un 3e mandat. Il y a 5 ans, la dirigeante avait déjà été reconduite dans ses fonctions par l'Arcom. Ces dernières années, c'est avec passion que nous avons fait rayonner notre média sur tous les écrans et porté partout notre devoir d'informer dans les soubresauts du monde, écrit-elle dans un mail envoyé ce jeudi matin à tous les collaborateurs du groupe et consulté par le Figaro. L'Arcom avait fixé à ce vendredi 18 avril à midi la date limite pour le dépôt des candidatures. Pour l'heure, peu de concurrents d'envergure sont connus, écrit Les Échos, alors que la réforme de l'audiovisuel public pourrait raccourcir le mandat du prochain président du groupe audiovisuel public. Le conflit reste total et met en péril tout un pan du football français. La médiation entre la Ligue de football professionnel et DAZN, son diffuseur télé, pour mettre un terme à leur contrat n'a pas abouti. L'entreprise britannique a refusé les conditions financières de rupture, contrat voté par l'instance, selon lesquelles DAZN devait payer 140 millions d'euros pour la fin de saison et verser une indemnité comprise entre 110 et 125 millions pour la saison suivante. Ce différend devrait donc être tranché devant les tribunaux. Les deux parties étaient liées depuis le début de la saison par un contrat portant sur 400 millions d'euros annuels pour la diffusion de 8 matchs par journée de Ligue 1. L'accord courait jusqu'en 2029 et permettait à l'une ou l'autre des parties d'en sortir à la fin de la saison 2025-2026. Mais à l'heure actuelle, la seule alternative qui semble possible à DAZN pour la LFP, c'est la création de la fameuse chaîne interne. Nicolas de Taverneau, le nouveau patron de LFP Média, devrait donc travailler dans ce sens. L'idée est de proposer tous les matchs de la Ligue 1 au même endroit et que la Ligue soit maître de son produit, de la production à la distribution, en passant par tout l'aspect éditorial. Il faudrait trouver également des accords de distribution avec tous les fournisseurs d'accès, mais aussi Canal+, Amazon, Netflix et Molotov. Un point crucial resterait donc à trancher, la tarification de l'abonnement afin de réunir le plus grand nombre d'abonnés possible. C'est une question que pose RMC Sport. Focus cette semaine sur le média de la communication extérieure, un secteur historique en pleine mutation entre print traditionnel et révolution digitale. Comment conjuguer puissance et responsabilité environnementale ? Quel est l'avenir d'un média confronté à des enjeux écologiques et économiques forts ? Sébastien Romelot, le patron fondateur de Phoenix Group, l'un des acteurs qui développe notamment une large offre DOH en France, notamment dans les commerces. Il nous explique comment le secteur s'adapte aux attentes et comment son groupe développe notamment les contenus. On l'écoute, c'est notre invité de la semaine. Le média de la communication extérieure, c'est finalement 2 choses. C'est le média que tout le monde connaît, le plus vieux média du monde, dans ses formats print, canal historique. Mais c'est aussi une révolution qui est la digitalisation de ce média qui se fait en parallèle du maintien des positions des réseaux print historiques. Et c'est ça qu'incarne le Grand Prix de la communication extérieure, c'est de présenter, de mettre en valeur les 2 grands aspects de ce business. C'est quoi une bonne campagne d'affichage, qu'elle soit digitale ou papier ? Alors, une bonne campagne, c'est celle qui a de l'impact. L'impact, c'est plein de choses différentes, mais la mère de toutes les batailles, c'est l'accès au grand public. Donc, une fois que la communication extérieure, Dieu sait si elle sait très bien faire ça,
d'avoir accès au grand public, c'est d'avoir de l'impact, que la campagne soit mémorisée, c'est le premier des items, et que ça ait ensuite l'impact souhaité par l'annonceur. Le média de la communication extérieure a été victime un peu de bashing ces dernières années, notamment sur son empreinte environnementale, spécifiquement d'ailleurs le DOH. Certains ont lancé un appel au démontage de certains écrans, certaines collectivités d'ailleurs l'ont demandé, c'était le cas notamment dans le métro de Lyon. Il y a eu un travail qui a été fait avec l'Union de la publicité extérieure là-dessus pour montrer l'empreinte carbone. Aujourd'hui, est-ce que c'est un péril pour ce média, en tout cas dans sa version digitale ? Alors, je pense que ce qui est très important pour un média comme la communication extérieure, qui est structurellement exposé, puisque tout le monde est exposé à ces supports dans la rue, dans les transports, dans les centres commerciaux, c'est de bien expliquer son utilité finalement. Donc, il y a le sujet de l'impact carbone, et je pense qu'on a énormément travaillé sur le fait d'expliquer quel était l'impact carbone de cette industrie par rapport aux autres médias. Et on a pu prouver que on avait l'impact carbone relativement aux autres médias la plus réduite en réalité. Mais ça s'inscrit aussi dans une capacité à expliquer l'utilité du média au-delà du simple impact carbone, d'une manière générale pour les gens en général, l'économie et le pays en particulier. Et typiquement, une des grandes analyses que nous avons menées ces derniers mois, c'est de mesurer notre utilité d'un point de vue économique pour le pays par rapport aux autres médias. Aujourd'hui, la communication extérieure, c'est plus des 2/3 de son chiffre d'affaires total qui est reversé en contribution directe à l'économie française. Les salaires des salariés, les taxes qu'on paye bien en France, les investissements et les services et redevances qui vont directement aux collectivités, au commerce, aux centres commerciaux, à la vie économique du pays. Et ça, c'est une performance inégalée par tous les autres médias en réalité. Et par ailleurs, dans un business qui est, en ces temps de protectionnisme, aujourd'hui, quasiment 100% de ce secteur est français. Les actionnaires sont français. Donc c'est un secteur, en termes d'utilité et d'efficacité économique, de ROI pour le pays, qui est sans doute le plus fort, qui est même le plus fort, et avec une performance écologique d'impact carbone qui est la plus faible. Donc on positionne notre secteur comme étant très efficace, très utile, et c'est notre manière de partager ces analyses avec toutes les parties prenantes. Alors, le média de la communication extérieure a cette spécificité, c'est qu'il n'est pas producteur de contenu, il n'est pas éditeur comme peut l'être la télé, la radio. Vous, chez Phoenix, vous avez souhaité faire un média qui est éditeur en même temps. Pourquoi ? Le point de départ pour nous, c'est que quand on a recréé des entreprises dédiées au digital, c'est-à-dire au DOH, les réseaux d'écran numérique, c'était pas simplement un support publicitaire comme l'était historiquement le média affichage. Et donc, dès le premier jour, on a déployé des écrans et on avait tout de suite des journalistes et une politique éditoriale, c'est-à-dire la production de contenu édito, non publicitaire, qui ne génère pas de chiffre d'affaires, mais qui est au cœur du concept, dans la rue, de ce que l'on propose à l'audience. Ça s'est déroulé avec l'acquisition de médias comme Topito. Pourquoi et qu'est-ce que ça apporte par rapport à vos concurrents ? Le sujet du contenu était en tant que tel uniquement dédié aux écrans, mais aussi pas seulement aux écrans. C'est le même format que sur les réseaux sociaux, sur le mobile, un format vertical, vidéo, parfois consommé sans son, en l'occurrence dans la rue c'est sans son. Et donc, il était logique pour nous, Phoenix, non seulement de continuer à se développer sur le DOH, mais aussi de se développer sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, on a des éditeurs qui produisent du contenu et qui ont le business model traditionnel des communautés sur les réseaux sociaux. Et on a une dizaine de millions de followers sur les réseaux sociaux, donc une grosse audience sur le format mobile. Et avec la capacité de produire des contenus, y compris des contenus pour les marques qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le DOH. Et donc, c'est cette alliance des deux qui est notre stratégie de la convergence, qui est une spécificité. Phoenix est le seul opérateur à faire ça aujourd'hui.
Vous êtes aussi plus traditionnel, vous allez notamment sur des marchés publics. C'est quoi votre stratégie là-dessus, sachant que aujourd'hui on voit que les grandes sociétés comme Decaux, C6 Media l'ont mis au cœur de leur modèle, l'appel, la réponse à ces marchés publics. Oui, les marchés publics, le marché d'immobilier urbain, c'est un nouveau marché pour Phoenix. C'est pas nouveau d'être sur des supports traditionnels papier. C'est une grosse partie de notre business aujourd'hui chez Phoenix, et on investit tout autant sur les business traditionnels papier, dont les marchés publics de mobilier urbain, que sur le digital. Pour prendre une ville connue, on a déployé le marché du mobilier urbain de la ville de Cabourg en 2024, et là vous avez du mobilier urbain traditionnel, des sucettes, des abris voyageurs, des colonnes morisses. La future chaîne de télévision du groupe Ouest France sera finalement baptisée Novo 19. Elle émettra à partir du 1er septembre et remplacera notamment Énergie 12, qui a cessé d'émettre fin février sur décision de l'Arcom. La chaîne proposera une variété de programmes allant du JT au documentaire. Elle fait partie des 2 nouvelles chaînes autorisées, avec notamment la chaîne T18 du groupe CMI. Les audiences radio pour janvier-mars 2025 ont été publiées cette semaine. France Inter est toujours en tête. RTL repasse devant France Info, mais est toujours à la peine dans les audiences. Europe 1 remonte en audience cumulée également. Du côté des gadins, on note ici le nouveau France Bleu qui souffre de son changement de nom. Et également Europe 2 qui cherche la parade pour récupérer des auditeurs. La station musicale du groupe Lagardère a notamment annoncé l'arrivée de Coé à la fin du mois. Dans The Media Leader, retrouvez tous les résultats d'audience, notamment en part d'audience. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On remercie notre partenaire Audion qui nous permet de propulser ce podcast chaque semaine. On se retrouve dès vendredi prochain à partir de 7h, notamment sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou Amazon Music.